Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission Impossible, le podcast qui revient donc sur l'intégrale de la saga Mission Impossible. Oh là, quelle brillante idée pour ce titre, hein, on le rappelle quand même, hein, ça a travaillé dans le ciboulot pour arriver à ce résultat et donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de Protocole Fantôme, voilà, 4e film de la saga Mission Impossible. Et bien sûr, mes agents préférés sont là et je vais commencer par saluer Sébastien. Salut Sébastien, agent Sébastien, est-ce que vous êtes chaud? Alors je suis chaud. Est-ce que ma ligne internet est aussi chaude? Là, ce sera la question de ce soir. Comment vas-tu, Creepers Mathieu? Je vais très bien. Je vais très bien et je suis content de parler de ce Mission Impossible 4 parce que j'étais content de le revoir. Ça faisait un moment que je l'avais pas revu et c'est ça qui est bien avec cette émission, c'est qu'on se replonge dans les trucs et on se dit, alors qu'on pensait que l'un était le préféré, finalement c'est peut-être celui-là. Enfin, on va en discuter aujourd'hui aussi avec l'agent Rhône. Salut Rhône. Ça va? Hey, salut à tous. Très très content d'être là, surtout pour ce film-là. Et un petit secret de fabrication, hein, parce que nous on travaille comme la trauma. On trouve d'abord le titre et après on fait les podcasts. Voilà, l'émission Impossible. Mais quelle bonne idée! On va faire ça! C'est Voilà, presque donc, ça en fait. Le c'est truc pas avec loin, hein, c'est pas les loin. Missions Hein. Impossibles, c'était ça. Je fais, les Missions Impossibles, ça peut être cool. Viens, on parle de Mission Impossible. Et donc là, on en est au 4e. Voilà. On rappelle que c'est une émission qui est enregistrée en direct sur Twitch avec donc les personnes qui nous regardent, qui interagissent avec nous. Donc on répète que si des fois vous sentez qu'on est un peu à l'ouest, c'est parce qu'on parle ou qu'on réagit des fois au niveau du chat. On va essayer de vous prévenir en fonction de quand on réagit avec eux. On rappelle aussi que c'est une émission produite par VHS et Canapé, donc que vous pouvez soutenir les podcasts VHS et Canapé en faisant des dons sur Patreon ou sur Tipeee. Voilà, il y aura les liens directement dans les descriptions du podcast où vous pouvez suivre un petit peu, si vous connaissez un petit peu VHS et Canapé. Ça se trouve facilement sur les différents réseaux sociaux. Les différents réseaux sociaux, le ciel bleu, Twitter, Facebook, patati et patata. Vous tapez ça sur Google. Twix, il faut dire Twix maintenant. Twix, voilà, deux toits coupe fin. C'était Raider d'ailleurs, deux toits coupe fin. C'était même pas Twix, je crois. Oui, je ne sais C'est pas. vrai. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. En plus, Ron, on va teaser. Il y a bientôt ton podcast à toi perso, Absolument. ton nouveau projet qui va débouler. Donc tu vas parler de science-fiction et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le montage est en cours, il sera probablement terminé avant la fin de la semaine. Il me reste plus qu'à apprendre à poster un podcast. Et si je m'en sors, ce sera prêt la semaine prochaine. Mais voilà, je me fais pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Mais c'est prêt et je suis assez excité de diffuser tout ça parce que je pense, en toute modestie, que le résultat de ce premier épisode est pas mal. Ça sent plutôt bon. Donc vous avez VHS et Canapé, un gros dossier qui va arriver aussi sur Freddy Krueger, les griffes de la nuit, que tu as animé d'ailleurs avec un invité, avec Romain de Jumpscare. On a donc l'émission Impossible, on a Vidéo Club avec entre autres notre ami TMDJC et aussi Aline et Marvin, l'homme qui dort et qui attire des problèmes à la nuit d'Anarland. Voilà l'homme qui est visé par le bureau des plaintes actuellement et voilà, donc ça fait quand même une... Et Peggy 18, voilà, j'oublie Peggy 18 aussi, donc voilà. Il y a pas mal de choses. Voilà. Pas mal de choses dans l'escartel de VHS, donc n'hésitez pas à nous aider pour continuer tout ça tranquillement et calmement. On a envie d'enregistrer en ce moment et ça se ressent pas mal, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, mes petits gars, c'est le Mission Impossible Ghost Protocol, Protocole Fantôme, qui est sorti en 2011 et qui a donc été réalisé par Brad Bird, un mec qui vient de l'animation, qui t'avait proposé entre autres Les Indestructibles. C'est incroyable, j'adore ce film. J'adore Les Indestructibles, mon fils l'a découvert il y a pas longtemps et c'était un plaisir de le revoir, à quel point c'était un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, en tout cas même par rapport à ce qui sort actuellement, même le 2 est très très bien d'ailleurs. C'est vraiment très très cool. Donc on a un nouveau réalisateur et comme d'habitude on va commencer par faire un petit point sur l'équipe, le casting et sur là où en était notre ami Tom Cruise. Donc je vais commencer par faire un petit point, voilà, où en était Tom Cruise après la sortie de Mission Impossible 3 et au moment de la sortie de MI 4. On l'avait, je crois, un petit peu évoqué dans l'émission précédente. C'était un peu... ça sentait un petit peu la mouise du côté de chez Tom Cruise, qui s'était un petit peu trop lâché dans ces périodes-là au niveau de la scientologie. Et c'est vrai que MI3 avait un petit peu souffert déjà de ce
cette petite odeur de putrin, de purin, pas de putrin, ça veut rien dire de putrin. Pas de putrin, non, Hein, on putrin. est d'accord, hein, l'odeur de merde, voilà, dans lequel il s'était empêtré lui-même. Il sentait le putrois. Et il sentait le putrois, voilà, en tout cas après le 3, il sentait plus rien. Et c'est vrai que je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette époque-là. Donc il y a eu quelques films qui sont sortis d'ici là où il a complètement saboté les campagnes de marketing, etc. pour la sortie du film. Et t'avais l'impression qu'il était plus préoccupé par la scientologie que par la sortie de ses films. On le voyait régulièrement sur les plateaux télé, et ça a été un petit peu le bordel autour de La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il crachait un petit peu son venin sur les personnes qui avaient tendance à aller vers la psychiatrie pour essayer de soigner leurs troubles. Il s'en était pris notamment à Brooke Shield. Ça avait fait un petit scandale à l'époque, ce qui fait que ça a vraiment foutu la merde dans sa carrière et ça a coupé les ponts avec la Paramount. Et c'est vrai qu'en faisant quelques recherches, c'était un moment où il faisait plus le tour du monde pour parler de la scientologie, même auprès de certains hommes politiques. Il était venu en France pour discuter, je crois que c'était avec Nicolas Sarkozy. À l'époque, il s'était déplacé. Ah oui, aussi, c'est vrai que Nicolas Sarkozy a fait de la politique aussi. Merci de le rappeler, c'est vrai, j'avais oublié. Un super acteur. Super acteur, Nicolas. Ouais, c'est pas un super acteur, mais il arrive encore un petit peu à venir dire des trucs du genre s'il y a un Français qui peut prouver que j'ai fait des trucs pas nets, et bien qu'il vienne. Mais si, c'est un bon acteur. Voilà, en tout cas, il essaye. Il est très bon. Il essaye de convaincre. Et c'est vrai que non seulement notre ami Tom était un peu à gauche à droite en train de répandre la scientologie, il essayait même de convaincre, de convertir, là, je cherchais le mot. De convertir. C'est compliqué ce soir au niveau des mots. Il essaie de convertir un petit peu même des grosses personnalités. Il y a Paul Agis, qui était un ancien scientologue qui en était parti parce que justement au niveau familial c'était très compliqué parce qu'il avait 2 filles qui étaient complètement rejetées par la scientologie et du coup il a décidé de se barrer. Il a été complètement repoussé, renié, etc. Qui avait balancé que justement Tom Cruise avait essayé notamment de convertir Steven Spielberg, etc. À la scientologie. Il se déplace aussi souvent aux ouvertures de nouvelles chapelles scientologues. Il va dans différents pays du monde pour essayer d'expliquer voilà, c'est pas une secte, c'est une religion comme les autres, ne vous inquiétez pas, patati patata. Et ce qui fait que pendant ces années-là, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu ses productions à lui, parce qu'il a essayé de reprendre du coup un petit peu la main et de refaire ses propres productions. Il y avait Le Lion et l'Agneau, il y avait Le Lion et Agneau tout court d'ailleurs, il y avait Valkyrie, il y avait Night and Day. Il y a eu Valkyrie, ouais. C'était pas des gros succès. Ça n'a jamais complètement floppé, à part Lion et Agneau, je crois de mémoire, qui a pas fait un gros éclat au box-office. Même pas ce que c'est, ça. Et c'était avec Robert Redford et Meryl Streep, je crois même que c'était un film de Robert Redford, hein, d'ailleurs. C'est un film de Robert Redford, tu ne dis pas de bêtises. Lion et Agneau. Et il y a eu la petite étincelle qui avait convaincu un petit peu tout le monde et qui avait presque fait oublier un petit peu ses frasques. C'était son second rôle dans Tonnerre sous les tropiques. Oui. Qui était grandiose. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais allé le voir au cinéma, je ne savais pas du tout qu'il était dedans. Et au moment où il arrive et qu'il fait Lane Grossman, je dis oh, mais putain, c'est Tom Cruise, quoi. Et il a envoyé le pâté, il danse avec sa chorégraphie à la fin, là. Non, mais c'était juste mortel. Tonnerre sous les tropiques, c'est tous les acteurs qui sont bluffants, parce que il est incroyable parce que Tom Cruise, on le reconnaît pas à la première vision. Tu fais ah mais c'est Tom Cruise. Tu fais mais en fait tous, quand tu les vois tous, ils sont le film est super intéressant pour ça. Oui, c'est classe. Et Night and Day qui est sorti donc l'année d'après où on retrouve Cameron Diaz. Un film de celui qui a fait Logan, tout, voilà, je ne connais que lui. Il a fait James Mangold. Et voilà, James Mangold, qui est un excellent réalisateur, qui là a fait une petite production d'action, un petit buddy movie romantique. Ouais, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Effets spéciaux catastrophiques. Surtout les effets spéciaux sont vraiment pas bons. Il y a un vrai souci. Oui, mais même le scénario est pas dingue. C'est très léger, c'est du popcorn. Exactement. C'est une petite production légère, mais voilà, après ça, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que lui qui était hyper actif avant Mission Impossible 3,
Là, on a vraiment une période de vache maigre où, je sais pas, il est bloqué complètement sur la scientologie, où il est devenu l'ultra VIP, au point que même ils vont créer une sorte de médaille, machin, pour le meilleur représentant, etc. de la scientologie. Enfin, on se brosse dans le sens du poil comme on peut. T'en es à créer des médailles pour dire vas-y, continue Tom, c'est la fête. C'est vraiment trop bien. Donc là, va arriver après la production de Mission Impossible 4. Mais on va dire qu'il n'est pas en odeur de sainteté à Hollywood et qu'au niveau box-office, c'est ma foi plus trop ça. Mais on va voir que ça va un peu changer avec ce Mission Impossible 4 donc, qui rentre en production et qui va sortir donc en 2011. Est-ce que tu peux nous présenter, Seb, les principaux acteurs de ce nouveau Mission Impossible? Juste avant de présenter les acteurs, peut-être préciser que Ghost Protocol, c'est un film qui a été très long à fabriquer, parce que tu disais il rentrait en production, mais je m'étouffe, excusez-moi. On verra si tu as réussi à couper ça au montage. Oui, je sais que non. Oui, donc je disais, oui, le film a été très long à rentrer en production parce que, sauf erreur de ma part, je vais y arriver. Dès 2008, il y avait déjà des débuts de scénar qui était écrit pour le 4e épisode. Et le film ne sort qu'en 2011. Donc il s'est quand même passé pas mal de temps avant que ça se produise réellement. Et il y a eu pas mal de changements de réal, de scénaristes. Même le cast a changé plusieurs fois. Donc oui, ça a été au départ quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Et pour parler du cast. Sur le tournage. Ça a continué d'écrire, y compris pendant le tournage. Hein. Macquarie était arrivé, il y avait Lindelof aussi qui est venu prêter main forte sur le long du tournage. Donc voilà, c'est un truc, tu te dis, ça part pas bien en soi. On n'est pas très rassuré. Par contre, au niveau du cast, il y a du beau monde. Alors évidemment, je passe Tom Cruise, hein, ça on est d'accord. Oui, c'est l'arrivée de Jeremy Renner. Qui est un peu notre Hawkeye américain, hein, j'allais dire national, enfin il n'est pas de chez nous, donc on va pas dire ça. Qu'on a vu dans évidemment énormément de rôles différents et qui là, bon, alors, comme d'habitude, hein, on rappelle, on va spoiler en long, large et en travers, donc si jamais vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous arrêter, arrêtez-vous maintenant. Allez voir le film et revenez nous écouter ou nous regarder après, mais qui va jouer un rôle qui est assez intéressant parce que c'est le personnage, au départ, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là, et puis tu te rends compte que finalement il a sa place, et puis tu te rends compte que finalement il a toute une histoire avec Ethan Hunt. Donc le perso est intéressant, alors c'est peut-être le côté un peu alambiqué du film où tu te dis comme par hasard. Mais si tu mets ça de côté, moi j'aime bien son rôle et j'aime bien la manière dont il l'amène. Alors c'est pas un rôle extraordinaire, hein, là, il fait ce qu'il sait faire, mais il est drôle en plus. Très bien. Il y a des moments d'humour. Il est confronté à une équipe qu'il connaît pas du tout, à des situations ou gadgets justement où il est un peu comme nous, il découvre le truc, il dit mais parce que tu sais que tu les vois sauter dans tous les sens et t'as régulièrement des moments où il doit y aller aussi. Je vais quand même pas sauter de 8 mètres. J'aime bien la scène où avec Benji, où lui dit donc là je vais sauter de 8 mètres. Oui, mais je vais te rattraper. T'inquiète, je vais te rattraper. T'es sûr à 100%? Ah ouais, quasi. Ouais, je pense, ouais. Quasi, ouais, c'est ça. Quasi, ok. C'est intéressant parce que lui, il va jouer le rôle aussi d'un personnage qui est un pendant d'Ethan Hunt, enfin en termes de capacité, on va dire, mais ce serait un peu le Ethan Hunt débutant. On peut imaginer qu'il s'est posé aussi ce genre de questions, genre est-ce que c'est bien raisonnable de sauter dans le vide, quoi, à un moment donné. Mais il n'y avait pas la rumeur à l'époque, comme justement il y avait des soucis avec Tom Cruise, que Renner, il y avait des Tout à fait. Renner arrive et ça serait le remplaçant de Ethan Hunt. Au cas où Tom Cruise soit sur le carreau. Il y a eu ça, on l'avait déjà vu d'ailleurs reprendre plus ou moins un rôle similaire dans la série de Jason Bourne, exactement. Donc oui, c'est et puis il a physiquement, même s'il lui ressemble pas du tout, il a un côté Cruise. Dans le côté, c'est le côté, il est pas très grand, il a les cheveux courts, il a des mimiques, donc bon, tu peux te dire, allez, pour le grand public, ça peut passer. Vous trouvez pas qu'il se fait quand même bouffer à l'écran chaque fois que Cruise est là? Je suis partagé. Alors, moi, si. Pour moi, je suis team Creepers là-dessus. Dès qu'ils sont tous les deux à l'écran, je me dis, putain, il le bouffe tellement, quoi.
On va y revenir, de toute façon. Je vais garder un petit commentaire là-dessus pour la fin du casting. Ça marche. On va y revenir là-dessus, mais ils ont, disons que le scénario est vraiment tourné vers l'équipe cette fois. C'est pas juste Tom Cruise tout seul, et c'est Tom Cruise et son équipe, mais le fait est que effectivement, quand Jeremy Renner est là, ça. Face à Ethan Hunt, je suis assez de l'école Creeper, je trouve, qui disparaît un petit peu. Et il y a plusieurs scènes où on les voit, notamment tous les deux. Sinon, évidemment, on a le retour de Simon Pegg qui reprend son rôle. Et c'est cool parce que dans la collection Ne sort surtout pas du van, il est là, il est dans le van, puis il sort du van, heureusement, et il fait partie intégrante de l'équipe. Et là encore, c'est un personnage qui va amener pas mal d'humour. Dans le film, parce que le film n'est vraiment pas dénué d'humour, ce qui peut être à la fois très bien pour certains spectateurs ou spectatrices, et au contraire, il y en a qui ont moins kiffé le côté moins sérieux du film. Moi, je trouve que l'humour est plutôt bien dosé dans le film. Voilà, ça c'est mon avis. Ça n'engage que moi, mais on en reparlera, je pense. On y reviendra, On y reviendra. Il y a des phases que j'ai trouvées assez marrantes, même si effectivement, tu te dis que dans la vraie vie, il y a peu de choses que ça arrive comme ça, mais bon, qu'importe. On a l'arrivée de Paula Payton qui va jouer un rôle intéressant parce que c'est la Ethan Hunt de son équipe de base. Qu'il se passe un truc pas cool dont on va parler évidemment dans le scénar, où elle est en équipe avec un personnage qui est joué par c'est Josh Holloway, merci, j'étais en train de chercher son. Josh Holloway qu'on avait découvert dans Lost entre autres, qu'on avait vu ailleurs, mais c'est là où il a vraiment explosé. Et donc même si son rôle est court, il est super dedans, je trouve. Je suis d'accord. Limite, c'est un regret que tu ne l'aies pas plus, parce que je trouve qu'il pose vraiment bien, quoi. On est d'accord. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit plus dedans, mais du coup, on le revoit par flashback très, très courtement. Mais Paula Payton, c'est vraiment son personnage. C'est OK, moi, je veux réussir la mission, et puis elle est contrainte et forcée de bosser avec Ethan, mais heureusement, ça se passe très bien. Et puis bon, alors on va avoir évidemment d'autres acteurs qui vont se greffer là, mais là on a vraiment les personnages principaux. Et puis évidemment, on a très 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 courtement notre Vingrames. Merci, qui est de retour, juste pour dire qu'il était là. Voilà, c'est la petite blague du truc. Mais donc le cast, je le trouve plutôt bien choisi. J'ai pas parlé quand même de Michael Ninskvist. Je sais plus comment ça se prononce. Je vais pas te contredire. Mais parce que quand même, il faut parler du méchant quand même rapidement. Je le trouve bien cool, ce méchant. On parlait justement des fois des méchants qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas bien. Je vois que Ron est mitigé là-dessus. On en reparlera. Mais moi, je l'aime bien, moi, ce méchant. Alors, je suis mitigé, oui et non, en fait. Moi, je trouve qu'il a l'avantage d'avoir une tête bien marquante et bien marquée, ce qui fait que ça lui donne un caractère immédiat, parce que, soyons honnêtes, il n'a pas grand-chose à jouer, quoi. On le voit pas souvent. D'ailleurs, il est même souvent transformé en son acolyte. Exactement. Dans les scènes, Et puis, il n'a pas de dialogue, si ce n'est un discours sur une vidéo enregistrée, donc il n'y a pas d'interaction. Mais quelque part, c'est là où il fallait malgré tout pas louper le casting, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'interaction avec le méchant, fallait qu'il en impose de suite, rien qu'avec sa tronche, quoi. Et ça marche, voilà. Et ça marche. Il a joué pas mal de fois, ce type-là a joué pas mal de fois les gros méchants. J'aime bien cet acteur, je l'aime bien. Moi aussi. Il a sa réputation avec son rôle dans Millennium, où en fait je le trouve parfait, quoi. Vraiment excellent. Enfin, pour moi, c'était vraiment la retranscription du bouquin, quoi. Je trouve qu'il avait fait remarquablement bien, quoi. Je voudrais juste revenir sur un petit truc. Il faut que je fasse gaffe parce que je veux pas divulgacher des choses que j'ai prévues pour plus tard. Vas-y, jongle. Pour moi, dans l'ensemble du casting, il y a deux choses sur le casting que je voudrais dire. C'est concernant Ethan Hunt, déjà, par rapport au film précédent, il y a un rééquilibrage quand même qui se fait. Ouais. Il est plus aussi omniprésent. Et c'est dans ce sens que je faisais une petite moue quand je disais qu'il bouffait Jeremy Renner. En fait, je pense que
chacun est plutôt à sa place, quoi. Il y en a un qui est aussi dans l'histoire censé être un peu en retrait. Et je pense que c'est assez volontaire, en fait, peut-être, hein. cette répartition. Et l'autre élément, pour moi, le GOAT, quoi, la star, c'est quand même Simon Pegg, quoi, c'est Benji. Alors, on va le développer, mais parce que, à mon sens, c'est lui qui coche toutes les cases de la tonalité qui est donnée au film dans sa globalité. C'est lui qui va nous amener l'humour dont on va forcément reparler, mais le fait qu'il passe plus tout son temps uniquement penché sur un clavier d'ordinateur apporte aussi l'autre dimension du film, qui est plus une dimension active, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une bonne synthèse des deux. Et j'ai comme dans l'idée que c'était probablement le personnage référence de Brad Bird quand il a réalisé le film, quoi. Mais bon, ça, pareil, on Ce qui est découvre. intéressant en plus avec le perso de Pardon, Benji, vas-y. c'est que il est drôle, mais il n'est pas que ça. C'est-à-dire que Non, certains, c'est ça. c'est vraiment le comique de service qui va faire uniquement des vannes, mais qui fait pas avancer l'histoire. Alors que là, s'il n'était pas présent dans le film, voilà, il est clairement il y a ça des marche choses pas. qui ne pourraient carrément pas marcher du tout, quoi. Ça marche pas. Et Et- puis, un truc puis, qui est hyper intéressant, c'est que on en avait parlé dans l'épisode précédent, où il était déjà présent et on avait souligné le fait qu'on s'en rappelait très bien, alors que finalement, il avait un temps d'écran. cinq c'est minutes exactement ce que réduit. j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Je suis content que tu le dises, en fait. Et là, avec ce film-là, ils sont pas passés à côté du potentiel du personnage. Mm. Il a dû être très apprécié par les spectateurs, Ouais, je pense, probablement, mais ils ont pas loupé le Et par truc. Tom en tout Cruise cas. aussi, hein. Je pense. Ouais, Oui, sûrement oui. par Tom Mais Cruise aussi, ouais. ça fait une belle continuité, c'est assez logique en fait. Le truc fonctionne très bien. Moi, je le trouve vraiment parfait. De toute façon, C'est le seul, j'aime beaucoup c'est le Simon seul Pegg. qui revient de l'équipe de toute façon du film Oui, du d'avant. précédent. Là, c'est vraiment en tant que membre actif de l'IMF, c'est le seul qui revient avec Ethan, hein, de toute façon. C'est pour ça que de celui d'avant, il y avait, je me rappelle même plus déjà s'ils étaient morts ceux d'avant. Non. Non, hein, donc du coup, tu vois, ils auraient pu revenir parfaitement, mais là, ils ont carrément changé le casting. Et là où je réagissais par rapport à Jeremy Renner dans le rôle, alors j'aime bien parce que XP avait balancé directement Renner n'a pas de charisme. Donc comme ça, au moins, voilà, ça c'est fait. Et c'était plus dans le sens où il va remplacer, dans l'optique de remplacer Tom Cruise. Là, en les voyant encore une fois les deux dans le même film, tu te dis ouais, ça aurait été compliqué de lui confier Mission Impossible juste après. Et preuve en est, c'est que Bourne, bah, ça s'est planté quand c'est lui. Alors moi, en plus, je déteste pas forcément l'héritage. Je suis un des rares. Non, je crois, mais, non. ouais, j'avais pas Non, trouvé ça j'aime bien aussi, dégueulasse. moi. Ok. Et c'est vrai que Ça, même ça dans vaut pas la plupart, trilogie d'origine, mais, ouais. mais c'est, Mais c'était- voilà, franchement, c'était ça plutôt se voir, intéressant. je trouve. Et Ouais. c'est vrai que là, j'avais du mal à la fin du film à me dire, voilà, il va remplacer Ethan Hunt. Je me dire, voilà, ça aurait été différent, mais je trouve qu'il le bouffe littéralement dans la plupart des scènes où ils sont ensemble. Mais ouais, beau casting et bien équilibré, comme tu l'as dit, Seb, c'est vraiment un casting intéressant et qui donne un petit coup de frais, là aussi. Mm. Bah c'est bien, donc on vient de faire le casting, on va passer. Alors, au niveau anecdote, moi j'ai pas trouvé grand chose, je vais être très honnête sur le film. Ça c'est plutôt bien passé, à part le lancement de la production ou des phases de réécriture. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de trucs de dingue. Alors moi, t'as parlé tout à l'heure d'acteurs, est-ce que t'as des noms d'acteurs qui devaient participer ou des réals? Je sais que Brad Bird avait été sélectionné grâce aux Indestructibles, hein, justement. C'est pour ça qu'il avait été pris pour faire un premier film live. Je sais qu'il y a eu des changements, mais là, je serais incapable de te dire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Cruise, après être allé chercher Abrams, qui venait de la télé, pour faire un premier film, là, il va chercher Brad Bird, qui est un spécialiste de l'animation, qui a fait Le Géant de Fer, qui a fait Les Indestructibles, pour faire son premier film live. Et c'est qu'on en parlera, je pense, dans pas si longtemps que ça. Mais au niveau de la réalisation, ça se ressent quand même un petit peu. Donc ça va être intéressant de revenir là-dessus quand Ron pourra prendre la parole. Puis apparemment, c'était vraiment un choix de Tom Cruise. Il avait vraiment envie de bosser avec lui. Hein. Il avait poussé pour ça. Ouais. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de l'intrigue de ce Mission Impossible, le protocole fantôme. Et puis après, je vais donner la parole à Ron, qui reviendra justement sur le point réalisation de Brad Bird. Alors qu'il est en mission, un agent de l'IMF se fait assassiner par une tueuse à gages qui s'empare par la même occasion de codes nucléaires. Pour éviter une catastrophe, le reste de l'équipe décide de libérer l'indispensable Ethan Hunt, enfermé depuis quelque temps dans une prison russe. À peine remis de sa spectaculaire évasion, notre super agent repart en mission et va tout faire pour éviter qu'un terroriste du nom de Cobalt ne mette la main sur les codes. Voilà. Pour l'intrigue, alors il se passe plein de choses après, hein, mais il se passe énormément de choses. En fait. J'ai pas précisé que la méchante, elle était jouée par Léa Seydoux quand même.
Tout à oui, fait. c'est vrai. Parce Il que est on, assez- il on- est assez on bien. parlait C'est Léa de Seydoux. Cocorico. Mm. Elle est très bien d'ailleurs dedans. Ouais, fait Ouais, le sur job. le moment où elle est là, ça va. Alors, donc on a placé un petit peu le décor. Maintenant, il est temps de parler de la réalisation de Brad Bird, là, parce qu'on en dit du bien sur Les Indestructibles, sur Le Géant de Fer, qui est un film absolument magnifique. Mais est-ce que Brad Bird s'en sort pour son premier film live, Ron? Bon, bah, j'ai pris une flopée de notes, hein. Je m'y attendais Ah, pas trop, mais quand j'ai commencé à me pencher sur la question, et la première ligne que j'ai dans mes notes, c'est mais pourquoi est-il si rare? Parce que voilà, moi j'aime beaucoup Brad Bird, ouais. à travers le travail qu'il a pu fournir sur ses différents films, et il en a pas fait tant que ça en fait. Non. Mais tu t'en as déjà cité qui sont importants. Moi, le Géant de Fer ou Les Indestructibles, je mets une grosse croix blanche dessus, hein. C'est quand même des films qui sont formidables. Comme toi, je pense que Les Indestructibles est un des meilleurs films de super-héros jamais faits et probablement toujours le meilleur film Ah, de super-héros d'équipe. même le 2, hein. Le 2, il est Je cool. crois que C'est mais lui le 2 est très aussi très bon qui aussi. réalise le 2 d'ailleurs. Ah, le 2, il a été Tout à fait. obligé, parce que son film, Tout à fait. c'est quoi? C'est le truc avec George Clooney avait fait un bid. Alors, Tomorrowland. À la poursuite de oui, Ouais, c'est ouais. demain. Ouais. Tomorrowland, et il a fait que 2 films live. Là, c'est son premier, MI4, et il y a eu Tomorrowland que moi j'aime bien en fait. Bah moi aussi. Voilà. Moi j'ai bien aimé Je Tomorrowland. Pareil. trouve que c'est pas mal foutu et que en plus l'histoire est vraiment pas mauvaise. Et Clooney est très bien dedans. Exactement. En fait, il est plutôt chouette ce film. Ouais, carrément. Donc déjà, premier petit regret, c'est que Brad Bird, il a 66 ans, donc c'est pas dit qu'on Ah, voit déjà? beaucoup de films de Brad Bird. Eh ben oui, ça m'a un peu Wow. surpris. J'avais Ah aucune ouais. idée de son âge. Mais ça fait un moment qu'il est dans le circuit parce qu'il a aussi beaucoup travaillé avant d'être réalisateur en tant que tel. Il a bossé aussi. Bah, sur les euh, Simpsons, entre voilà, autres. ouais, sur d'autres productions à d'autres postes. Donc en fait, il a une profession, il a déjà travaillé depuis un moment, quoi. Donc c'est l'âge de la retraite peut-être. C'est possible qu'on le revoie pas. Et comme tu l'as dit aussi, c'était après Les Indestructibles que Tom Cruise le voulait, quoi, qu'il a vraiment poussé pour le prendre, ce qui était quand même un sacré pari, parce que c'est pas évident de passer d'une logique de film d'animation où on a un contrôle total, hein, sur la caméra et sur ses choix. Un film live, c'est pas tout à fait pareil. Mais donc, est-ce que ça a marché et est-ce qu'on reconnaît le style de Brad Bird? Eh ben, la réponse est oui dans les deux cas. À mon avis en tout cas, et le parallèle le plus évident, c'est avec Les Indestructibles qu'il a fait juste avant. Son atout dans Les Indestructibles, si on veut vraiment schématiser, c'est une maîtrise à peu près parfaite pour raconter une histoire avec des protagonistes multiples. Et il va utiliser exactement les mêmes techniques dans Mission Impossible 4, c'est-à-dire de la rigueur déjà, de la répartition en temps d'écran pour l'ensemble des protagonistes qu'ils aient une importance égale, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va être de traiter des actions simultanées. Ça, il sait super bien faire, et en plus, moi j'adore ça, donc je suis quand même assez content. Et c'est parfait pour Mission Impossible. C'est là C'est vraiment. pour ça. C'était très malin, quoi. Et il y a deux façons de le faire. C'est soit directement à l'écran avec la formule qui consiste à être le témoin d'une action et avoir le début d'une autre action qui peut être menée par une autre personne dans la même image dont on va voir la continuité, etc. L'autre méthode, c'est avec un qui va alterner les actions entre les personnages. Et là, que ce soit l'un ou l'autre, on a dans les scènes d'action plutôt le premier cas. Le montage, il va être très utilisé dans la scène à Dubaï, de l'échange entre les codes et les diamants. C'est d'une précision absolument chirurgicale. Millimétré. Mais mes petites préférées en termes de réalisation, c'est quand même les scènes d'action simultanées, où là, c'est vraiment traité comme un ballet. On voyait déjà dans Les Indestructibles, c'est vraiment une chorégraphie, et une chorégraphie dans laquelle la caméra est un acteur de la chorégraphie. Elle va bouger de la même façon que l'action. Moi, ça me fait penser, cette espèce de fluidité comme ça, à ce qu'on pouvait trouver chez Sam Raimi, qui utilise aussi cette technique pour filmer les scènes d'action. Donc très très fluide, très très agréable à regarder. Il est vraiment très bon pour ça. Ça fait quand même bien plaisir. C'est sa caractéristique majeure, mais j'ai noté d'autres petits trucs. Et notamment, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que il a décidé, notre ami Bird, de ne pas faire dans la simplicité,
et de reproduire ce qu'il avait dans les films d'animation, c'est-à-dire de la liberté de mettre la caméra comme il voulait. Jusqu'à aller sur des plans qui sont d'une complexité assez stupéfiante, quoi, et qui passent bien parce qu'ils sont très fluides. Alors, le meilleur exemple que j'ai, parce qu'il me tue, ce plan, c'est quand on va voir Tom Cruise qui est à l'extérieur de la tour de Dubaï, en train J'étais d'escalader. sûr que tu allais dire ça. Il y a un moment où la tempête de sable s'approche et Tom Cruise tourne la tête pour regarder la tempête. Et la caméra va suivre le mouvement de la tête pour se positionner là où, en théorie, est la vitre, quoi. Je sais même pas comment c'est faisable, en fait. À un endroit où elle ne devrait pas être. Mais elle y est. Tout est d'une fluidité absolument exemplaire. Mais Tout ça là, juste pour qu'il tourne la tête, quoi. Mais n'empêche on que peut, ça marche. on peut vraiment faire un lien avec Zemeckis, qui est discrètement l'un des meilleurs dans ce domaine. Il a fait des films aux Zemeckis où et c'est ça qui est absolument dingue, tu ne te rends pas compte que la caméra ne peut pas être C'est là ça. où elle est. Exactement. Et je pense, notamment, je suis en train de chercher le nom de ce film, le Apparence. film avec Pfeiffer, Apparence, Ouais, exactement. apparence. Il y a des scènes où la caméra passe sous la porte. Regardez la réalisation, je parle même pas du film, du scénar, Ouais, des non, en acteurs, termes de qu'importe. réal, Regardez le travail de réalisation d'Apparence. Ce film, c'est une masterclass et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs. Je suis très content Ouais. que tu en fasses la remarque, Ron, avec ce film. Là, tu parles de cette scène-là, mais il y a d'autres Il y en scènes, a d'autres aussi. notamment quand il se déplace dans le couloir où tu fais « Ah, c'est bien joué, Mm. c'est vraiment bien joué ». Ouais, et ce qui est fort, c'est que alors donc je l'ai regardé plusieurs fois le film, dont une fois à nouveau hier soir avec mon fils, pour tout vous dire. Et là, pour le coup, comme il y avait l'émission, j'étais particulièrement attentif à ces aspects. Et ce qui est génial, c'est que ces plans complexes, il y a besoin d'y être attentif pour les voir, parce que c'est la beauté d'un plan complexe, hein, c'est que s'il est complexe pour être complexe, à mon sens, ça marche pas, quoi. Ça devient un exercice de style. Il faut qu'il fonctionne et qu'il participe à la fluidité de l'ensemble. Et c'est tout à fait le cas, en fait. On va pas forcément se poser la question quand ça arrive, mais en tout cas, voilà, on est sur un niveau qui est quand même vraiment élevé, hein, sur Oui. les ambitions de ce qu'il propose. Et toujours au service de l'histoire. Hein. C'est Vraiment, ça. toujours Ouais. au service de l'action, de l'histoire. Je salue Ace Modek qui est là. Salut, camarade. Alors, et c'est pas tout. J'ai noté d'autres points aussi qui m'intéressent quand même aussi. C'est que, ok, il n'était pas sur le scénario, mais bon, sa patte, elle est là. Hein, parce qu'on a quand même un film qui est un vrai cocktail, qui est proche d'un dessin animé Pixar par bien des aspects. Alors, ok, on a des scènes d'action qui sont traitées de façon finalement sérieuse dans ce qu'elles décrivent, hyper impressionnante, mais ça va être émaillé de ce qui fait l'animation, c'est-à-dire du visuel, et notamment au niveau des gags. Ça va pas passer par des vannes, ça va passer par des représentations sur l'écran. Et moi, je trouve ça formidable parce que ça vient pas empiéter, à mon sens, sur le déroulement de l'histoire. D'accord. Ça en fait partie. On va avoir ce qui se passe au Kremlin, où on va attirer le garde avec un petit pouet-pouet qui fait des bruits de gouttes à droite à gauche. Mais l'exemple que je trouve fantastique, il est tout bête, hein. C'est quand Benji et Ethan doivent retrouver leur base de secours dans un wagon qui est en train de rouler. Il faut taper un code, bah oui, mais le wagon roule, en même temps il y a des poteaux qu'il faut éviter, il y a une identification oculaire. Exactement, c'est un niveau de jeu vidéo ce truc. C'est ludique, texto, en fait. Ce que j'ai marqué, la mise en scène, elle est exactement ludique. Ça. Et voilà, moi je trouve ça cette scène. J'aime bien quand il particulièrement s'accrocher au truc. Voilà, il est. Et ça qui est bien, c'est que là aussi, c'est un talent de réalisation, c'est qu'il y a un vrai tempo comique justement dans les séquences là, et c'est là que tu vois encore une fois peut-être le truc de l'animation comme il a bossé dans les Simpsons, etc. C'est quand même une mise en scène et un montage qui demande un tempo comique de dingue. Un sacré timing, ouais. C'est ça. C'est vraiment le rythme du film est de toute façon d'une efficacité vraiment incroyable, quoi, parce que ça s'enchaîne très bien. Et vraiment dans les séquences où ça demande effectivement, où c'est assez complexe effectivement en termes de nombre de personnages qui font des actions différentes, t'es jamais perdu, t'es jamais embrouillé. À aucun moment tu te demandes ce qui se passe ou machin, et c'est fluide. Et l'ambiance, mélange humour, action, etc.
En fait, moi, je peux même pas poser la question. J'avais même le sourire souvent dans pas mal de scènes où j'étais super content de certains trucs, certains passages. J'avais juste la banane parce que, ouais, je trouve que tout ce qui se passe à l'écran est jouissif, mais jamais vain. Et c'est vraiment le talent de ce qui se passe en termes de réalisation. Pour rebondir sur ce que disait Ron tout à l'heure, il y a un truc moi qui m'a marqué justement au niveau du rythme, c'est que très souvent, tu as une vanne qui va se terminer par un regard d'un des acteurs ou actrices qui va ponctuer du genre mais quoi mais il n'y a pas besoin de rajouter un truc derrière pour marteler le fait que l'élément soit comique, et cet élément de quoi est déjà quasiment oublié sur la scène d'après parce que justement tu parlais de fluidité, Ron, on est déjà en train de partir sur autre chose et le regard ne fait que ponctuer quelque chose qui est vraiment transitoire. Moi j'ai trouvé ça génial. Alors, je vais aller encore un petit peu plus loin que ça, parce que j'ai encore noté, allez, 2 petits trucs. Ah, t'es inspiré, là, il t'a inspiré. Oui, on savait que t'allais être chaud patate sur celui-là. Hein, il y a un autre point qui est dans la continuité, c'est que on a une narration qui passe par l'image et il y a peu de dialogue. C'est un film qui est très peu verbeux. C'est ce que tu disais, TMDJC, on marque pas un gag par un dialogue. Tout est le plus possible sur du visuel et sur l'utilisation du pur langage cinématographique. Ça va fonctionner avec les expressions, les réceptions, ce qu'on voit à l'écran, les actions, mais on n'a pas besoin d'habiller ça de plein de blabla. Il y a quelques passages où ça discute, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas le ressort de l'action, et ça se voit dans plein de scènes qui auraient pu être prises de façon tout à fait différente. Même dès la première poursuite dans le générique, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot. L'infiltration dans le Kremlin, que dalle. Toute l'avancée se fait dans le silence. On n'est que sur du visuel. La baston finale, pas un mot. Tout à l'heure, je disais que le méchant ne disait pas une ligne. Il ne dit rien. On n'est que sur de la représentation visuelle. Et il y a un petit mec qui arrive là. Allez, je l'ai trouvé mon point un peu plus faible quand même. Parce qu'à l'inverse, les scènes dialoguées, c'est pas ce qui fait de mieux dans le film. Alors celles qui vont fonctionner sur des interactions plutôt amusantes, notamment quand il y a Benji, fonctionnent très bien. Elles sont portées par Simon Pegg en général, puis sont plutôt bien écrites. Mais moi je soupçonne qu'il y a eu des petits rajouts de scénario avec des scènes supplémentaires, parce qu'il y a pas mal de scènes que je trouve qui sont pas du tout sur la même tonalité. En fait, tout ce qui va tourner autour des aspects un peu sérieux des enjeux, ouais, je devais surveiller sa femme, etc., ça marche beaucoup moins. Et en termes de réalisation, c'est beaucoup moins dynamique aussi. Elles sont étrangement assez plan-plan, quoi, ces scènes-là. Je peux te dire pourquoi. C'est qu'en fait, ces scènes-là ont un problème de rythme et que le film, justement, il est rythmé du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand tu arrives là, ça fait un petit peu ventre mou. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et là, je te rejoins complètement parce que ça justifie vraiment. Parce qu'en fait, ils ont dit ok, on a Ethan Hunt, ça y est, il est rangé maintenant, il a sa femme. Tout va bien, mais sauf que comment tu fais une suite avec Ethan Hunt si Ethan Hunt il a plus d'enjeu? Bon, on lui nique sa femme alors à ce moment-là, hop, et puis finalement peut-être elle est pas morte, tu vois, et puis donc tu as tout le truc on essaye de rebondir là-dessus, et effectivement il y a un petit côté qui est maladroit, mais paradoxalement que j'ai trouvé assez original. En fait, c'est pas juste, tiens, ils ont buté sa meuf, il a fait un choix. Et le fait qu'il fasse un choix, le fait que même là, ce soit aussi une mission qu'on n'ait pas vue et qui te soit racontée en décalé parce qu'il y a la vision du personnage de Jeremy Renner, mais en fait, c'est pas la vérité. Tu l'auras un petit peu plus tard dans les sous-entendus qui sont racontés par Tom Cruise. Moi, j'ai bien aimé ça. Je pense qu'on en débattra sur nos avis. Moi, je ne partage pas tout à fait parce que je trouve que c'est même plutôt bien amené. Justement, je pense que j'en parlerai aussi tout à l'heure, mais je trouve que justement, en termes de scénario et d'écriture, mais là on part dans autre chose, je trouvais que c'est plutôt bien amené, mais au niveau rythme c'est peut-être le moment où ça redescend un peu, parce que putain c'est trépidant, tac 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 tac, le début il est ouf quoi, c'est vraiment. Alors, et il y a juste une petite scénette parce qu'elle m'amuse énormément. Alors je sais pas à qui on la doit, à des scénaristes malicieux ou à Brad Bird malicieux, mais il y a un petit passage moi que je trouve assez culotté. C'est après que les deux personnages sont dans une voiture, dans l'eau, tout le monde leur tire dessus. Tom Cruise fait partir un cadavre avec une lampe rouge et tout le monde tire dessus. Et c'est vrai que c'est d'une débilité profonde. Ça n'a aucun sens.
Et j'adore le fait que ce soit très assumé, qu'il y a une scène après où il y a Rainer là, qui dit mais pourquoi t'as fait ça en fait? Ça a aucun sens. Et vous fait ouais, mais bon, c'est pas des lumières quoi. Ils sont... Je leur ai donné une ok, cible. ok, le mec il vient de dire texto dans son film que la scène elle était quand même un peu limite quoi. C'est voilà, moi ça m'a fait rire. Je me dis ouais, tant qu'à faire autant assumer jusqu'au bout. Ça, c'est comme les gadgets en fait. À chaque fois il dit mais putain mais ton gadget là c'est pas possible, ça va pas marcher, c'est quand même pas possible. Donc tu vas m'envoyer dans un four sur un gros aimant. Et il dit bah ouais, mais je vais te rattraper. C'est vraiment le truc, tu vois. C'est vrai que le côté absurde est assumé parfaitement et puis mis en scène avec sérieux. Quoi. Il est d'autant plus assumé que ça peut pas marcher. Enfin, je regarde ça avec mon fils qui est plutôt scientifique, il me dit bah, c'est complètement con. Un aimant il te met vers le haut, quand il bouge, bah toi tu tombes. Ah oui c'est vrai. J'avais pas pensé. Oui, le gadget de la caméra qui reproduit le fond derrière, où ils mettent en lumière tous les défauts du truc. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui regarde. Et il y a un moment donné, donc tu as tous les gardes, tu vois que le truc il part en couille, ou l'autre Benji qui passe devant la caméra, donc où il y a un gros plan de sa tête. Franchement, j'ai trouvé ça bien pensé. Avec Tom Cruise qui en peut plus. Tu le vois sa tête qu'il en peut plus, l'autre il fait que des conneries. Mais il y a plein de super belles idées visuelles, et il y a aussi XP qui parle de certains effets, comme la troisième main, quand ils vont récupérer les bijoux. Enfin, il y a plein de trucs super astucieux. C'est vraiment... Et puis alors là, la troisième main, c'est pareil, c'est typiquement Mission Impossible. Là c'est vraiment un clin d'œil à la série. C'est Fantomas. Mais ouais, c'était bien joué. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, camarade, sur la réalisation de ce Mission Impossible? Pas mal déjà. Je crois que ça va, j'en ai fait pas mal. Ouais, c'était pas mal. Donc en tout cas, plutôt convaincu par la réalisation de notre ami Brad Bird. Et est-ce que tu as été convaincu par la deuxième composition de Michael Giacchino pour la saga? J'aurais tendance à dire oui avant que tu commences, parce que putain... Mais tellement oui. Mais ouais, elle est tellement oui. En fait, je la trouve supérieure à celle du précédent que j'avais déjà beaucoup aimé. Voilà. Merci. Je suis 100% de cet avis. Là, moi, j'adore. En plus, cette fois dans le film, comme il est peu verbeux, on entend plus la musique pendant le film, ce qui fait que déjà pendant le film, tu l'apprécies. Et pendant que je regardais le film, il y a un moment où j'ai fini d'être complètement conquis. C'est quand ils arrivent en Inde et qu'ils se permettent de mettre un orchestre qui reprend le thème de Mission Impossible exactement indien. Sur les thèmes, il s'éclate. Je trouve que sur plein de trucs différents, plein de genres, il s'éclate. Il fait des trucs géniaux. En plus, là, il y a une opportunité en or, mais qu'il exploite tellement bien. C'est que là, il voyage. Moi, on me met des chœurs russes. Je suis content. Ça nous fait un truc qui est ample, qui marche super bien. Ensuite, ils vont en Inde, ils se permettent de faire le... Et puis en plus, quand il va sur celle qui est en Inde, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il part sur du traditionnel, et après on arrive sur du moderne avec de la guitare et tout, qui bouge un petit peu plus. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper varié, c'est hyper riche. Pour la scène du Kremlin, il fait pareil, puisqu'il mélange, les instruments, exactement. Et il utilise vraiment... Là, tu parlais tout à l'heure, Rhône, tu parlais de ballet, mais c'est un vrai ballet musical à certains moments, et ça habille complètement les scènes qui sont là. Je trouve que là, tu vois que le mec s'est fait plaisir, et tu vois qu'il a bossé avec les images. Là, il n'y a pas de quiproquo. C'est impressionnant. Et ce qui est super, c'est que quand on écoute cette OST toute seule, ce que j'ai fait tout à l'heure, là, on retrouve le même dynamisme qu'il y a dans le film. C'est super sympa à écouter. Même l'aspect malicieux, je trouve. Tu retrouves le côté pétillant de certaines séquences. T'as les quelques scènes de tension qui viennent ponctuer le truc. Tu voyages en même temps. Franchement, pour moi, cette BO, ça fait partie des petits perfects. Mais Michael... Giacchino, pardon, excusez-moi. C'est quand même un bon, hein, quand il prend son temps là. Finalement, son seul tort des fois, c'est qu'il travaille sur trop de films en même temps et qu'il y a des trucs qu'on sent un peu qu'il est torche, on va pas se mentir. Mais là, en tout cas, il était vraiment très appliqué. Je pense qu'il a beaucoup travaillé aussi. Inspiré. Il avait déjà bossé avec Brad Bird sur Les Indestructibles, où il avait fait une partition incroyable. Moi, j'adore la super, elle est formidable aussi. C'est super. Mais donc là, pour moi, c'est un peu imperfect. Hein. Ça fait partie des OST où il n'y a rien acheté. Ça s'écoute tout seul. Ça, avec le film, ça l'enrichit. C'est vraiment imperfect. Et pourtant, j'étais déjà content sur la précédente. Mais pour moi, là, hop, on a encore un petit niveau dessus. Pareil.
Pareil, d'ailleurs, c'est bien parce que si tu as envie d'écouter les OST à la suite, c'est bien que le 4 arrive après le 3 parce que tu dis ah, c'est déjà bien le 3. Puis là, tu as le 4, tu fais oh, c'est vachement bien. Carrément. Surtout après, on venait du 2, donc je pense que le 3 a fait du bien aussi. Mais là, voilà, C'est ça. Sur le 4, c'est un peu une masterclass et il s'est vraiment approprié le truc et il s'est fait plaisir. Et ça habille super bien. Même le thème principal est super bon, je trouve. Hein. Oui, très Il a bien. retravaillé le thème, il aurait pu faire le feignant et repartir sur la même base que celui d'avant. Et finalement, non, pas du tout. Il repart vraiment sur un truc différent et ça marche. Il y a zéro fausse note Ouais, sur cette ouais. OST. Vraiment, C'est classe. bon de bout en bout, quoi. Classe. Donc nous, on a l'air plutôt contents sur pas mal de points pour l'instant, mais est-ce que au niveau de la critique et du public, ce Mission Impossible a été un succès, TMDJC? Bah oui, clairement oui, j'ai envie de te dire que ce soit pour l'accueil du film et tu parlais tout à l'heure, de l'image de Tom Cruise. Ce film a fait énormément de bien, à Tom Cruise et à sa carrière parce que tu l'as précisé tout à l'heure, mais il était vraiment, pour plein de monde, au creux de la vague. Alors, c'est vrai que nous, en France, on l'a eu un petit peu, en décalé, on en rigolait beaucoup de la scientologie, tout ça, mais c'est vrai que les Français ont cette habitude, même si ça a tout doucement tendance à changer, à faire la différence entre l'homme et l'acteur, enfin vraiment L'artiste. donc voilà l'artiste donc ça a d'ailleurs été un sujet de polémique pour pas mal de réals et pas mal d'acteurs ces derniers temps. Donc c'est vrai qu'en France, on l'a senti, mais moins. Mais aux États-Unis, c'était flagrant hein, quand tu vois qu'il est de retour sur les plateaux à nouveau, alors qu'il n'était plus invité nulle part, par exemple. Il y a eu une énorme promo aux États-Unis sur ce Ghost Protocol, d'ailleurs qu'on a moins eu chez nous aussi. C'est Mm. pareil. On n'a pas été submergé comme c'était le cas du premier ou du deuxième. Et c'est revenu par la suite en fait sur les épisodes d'après. Mais clairement, l'accueil au niveau mondial, il est très très bon. Hein. Quand tu vois les chiffres en général, tu vois que le film a très bien marché également. Et puis, chose intelligente aux États-Unis, évidemment, tu voyais Tom Cruise, mais tu n'as pas vu que lui. Et c'est les autres acteurs aussi qui ont fait la promo du film, qui ont été invités un peu partout. Et c'est plutôt intelligent parce que là, justement, comme il y avait un petit peu le problème Tom Cruise, entre guillemets, le fait de s'émanciper de l'acteur principal, mais de continuer à parler du film, je trouve que commercialement, c'était plutôt une bonne idée. Ouais, on a dépassé les 600 millions de dollars au box-office, qui est le double Oui. de ce qu'avait fait le 3 dans le monde. Hein. Mm. C'est vraiment un gros carton. Et de ce que j'ai vu au niveau des critiques, que ça soit en France ou aux États-Unis, c'était vraiment positif, que ce soit le public ou la critique vraiment spécialisée. On avait vraiment des retours très positifs, que ce soit même des fois de la presse un petit peu plus compliquée, qui assumait parfaitement le côté justement léger de ce film-là et le côté vraiment, niveau réalisation, vraiment le très bon spectacle. Donc on voit un petit retour de la saga sur le devant de la scène, ce qui n'était pas arrivé avec le 3, qui s'était quand même un petit peu planté, qui avait loupé complètement sa cible. Puis là, on est quand même à l'heure d'Internet, hein, parce que le film, ça y est, il est sorti à une époque où les critiques Internet étaient déjà rois, ce qui n'était pas le cas du début des premières Missions Impossibles. Ouais. Et là, que tu vois les retours sur Allociné, sur Metacritic, sur Rotten Tomatoes, tout ça, le film, il est bien noté partout, quoi. Formidable, bel accueil pour ce Mission Impossible et on verra si c'est mérité ou pas dans pas longtemps. Mais je pense que vous commencez à avoir certains doutes sur notre avis sur le film. Et chose intéressante aussi, est-ce que on a des éléments de la série qui reviennent enfin? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de fidèle? J'aurais tendance à dire un peu oui, camarade. Qu'est-ce que tu en penses, Seb? Ah bah oui, clairement oui, on a déjà vendu un petit peu la mèche tout à l'heure, mais oui, c'est le retour. Bah, là déjà la manière et Ron en a longuement parlé tout à l'heure au niveau de la réalisation, mais la manière dont le scénario est posé, la manière dont les missions se passent et dont on arrive à montrer plusieurs actions en même temps. Clairement, c'est le retour de la série sur cet aspect-là, tout en gardant une identité cinématographique, parce que on n'est pas juste dans tout se passe sans accroc. On avait tout prévu depuis le départ. Non, tu as le petit côté stressant de mais là, attends, je crois qu'il est en train de regarder que je filme avec mon œil ou que peut-être j'ai déplacé avec ma main le truc là ou que donc le personnage de Léa Seydoux par exemple,
il y a plein de moments où tu vois qu'elle n'a pas du tout envie de se laisser avoir. Et d'ailleurs, je trouve très très bien que la mission plante un petit peu parce qu'on est censé récupérer cette femme vivante et puis que même si on avait envie de la buter, il fallait pas la buter, mais que du coup on la bute quand même et il faut trouver une solution à ça. Franchement, c'est très très bien amené. Bon, t'es d'accord avec ça, Ron? Carrément. Moi, je trouve que l'équilibre, il est excellent. Ça fait du bien de revenir justement à des fondamentaux. Il y a presque une note d'intention au départ, hein, avec le fameux tu peux allumer la mèche là pour déclencher le générique, oui. qui est assez rigolo. Et on a les il a éléments dans le générique où C'est ce que j'allais dire, voilà. on voit les éléments Dans le du film qui générique. va être dedans. Ah On a oui. aussi les grimages. Là, c'est plus des masques, Ouais. parce que ça déconne. Donc, on a des grimages, machin, avec les moustaches, les sourcils, les trucs. On a toutes ces Oui, séquences avec la blague, c'est fou ce que tu lui ressembles. Ouais, c'est clair. Alors qu'il ressemble pas du tout. Tu vois la photo, c'est assez rigolo. Et donc, on a vraiment tout le travail d'équipe qui est mis en avant et c'est super réussi. Hein. Et d'avoir fait, je trouve que la scène de Dubaï, pour ça, elle est emblématique parce que ça, c'est vraiment un épisode. C'est une arnaque d'un épisode de la série télé, quoi. Où t'inverses les pièces, où t'inverses les rôles, ça vraiment, mais on est à tellement 200% dans l'ADN de Mission Impossible. Et je trouve que je l'aime beaucoup cette scène parce qu'elle fait la démonstration que en l'espace d'un quart d'heure, on peut enquiller quelque chose d'ultra spectaculaire avec la petite séance de grimpette là qui est quand même un des rares trucs qui m'a filé un peu le vertige, moi. Tu sais, quand t'as la caméra qui passe, wow, c'est quand même. Et t'enchaînes dans un truc qui est finalement old school d'une certaine façon. Mais en fait, le old school, ça marche. Ça marche. C'est juste qu'il faut que ce soit bien fait, quoi. Absolument. Et là, voilà, il n'y a rien de contradictoire entre les deux. Moi, je trouve ça vraiment plaisant, avec juste une petite limite, c'est que je pense que à partir du moment où il y a les codes qui sont échangés avec les diamants, ça y est, là, on reprend ses distances avec la série jusqu'au bout du film. Oui, on là, repasse on en mode full action, là, ouais. Mais d'ailleurs, déjà 1h40 de trucs qui respectent bien la série, je veux dire, c'est pas mal quoi sur un métrage. Non, c'est très bien, je trouve. Moi, et je rebondis sur ce que vous avez précisé tous les deux tout à l'heure, qui est vraiment le clin d'œil pour moi ultime à la série. C'est on parle du générique où en fait tu vois tout le film qui était raconté pendant le générique. Et ça, je trouve ça super culotté. Et il faut que ce soit vraiment bien fait pour ne pas te donner d'informations sur ce que tu vas voir. Tout en te disant mais du coup ça va être des scènes d'action que je vais voir tout à l'heure, ça va être franchement ça te donne envie, c'était culotté et c'était très bien fait. Ça tease pas mal. Et d'ailleurs, donc on a des éléments qui sont très intéressants et qui sont beaucoup mis en avant dans le film. Donc est-ce que ce Ghost Protocol, Ron, va avoir un impact sur le reste de la saga? Ouais. Bon, comme depuis le début, pratiquement chaque film a un impact sur la suite. Et là, à nouveau, c'est le cas. Pour le 3, on avait dit quelque chose du genre que le 3, il installait la formule de base, quoi, le sujet de discussion pour les suivants, et c'est le cas. Celui-ci, finalement, respecte tout à fait le cahier des charges maintenant d'avoir des scènes spectaculaires à l'écran, et elles y sont, mais il va intégrer un truc qui n'était pas dans le 3, qui est l'aspect plus comédie. Et là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pour le meilleur? Eh bien, on verra pour les prochains films. Mais ça peut être discutable parce que le choix qui est fait ici fonctionne très bien dans l'équilibre qui a été choisi, mais ça va devenir un point de passage un peu obligatoire dans les films suivants aussi, et d'intégrer comme ça du gag, carrément du gag. C'est plus ou moins ce que les gens reprochent depuis les Gardiens de la Galaxie ou MCU en général. C'est l'équilibrage entre l'humour et C'est ça. Et l'action. Et c'est délicat, vraiment un dosage. C'est vraiment un dosage compliqué. Ouais. C'est délicat, donc et c'est là où on peut toujours se poser la question à un moment donné. Pour moi, là, ici, ça fonctionne très bien, mais est-ce qu'on n'a pas mis les graines de quelque chose qui va générer des choses un peu moins bien par la suite? Bon, ça, on verra dans les prochaines émissions, quoi. Mais ce qu'il y a sur l'humour, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est quand même, il y a une chose qui est beaucoup plus prégnante à partir de celui-ci, c'est quand même le travail d'équipe. Même si malheureusement j'ai l'impression que ça repart de nouveau là avec les derniers, mais rien qu'avec on verra sur Rogue, mince c'est Rogue, ah merde, sur le 5, Rogue Nation.
Je mélange les titres, hein, après. Sur Rogue Nation, on sent quand même qu'il y a une volonté de revenir à Rogue Nation, une c'est ça. équipe beaucoup plus complète et beaucoup plus complémentaire. Mais tu sens qu'il y a quand même une bascule qui va durer plus longtemps dans le temps que dans les autres, où tu vois quand même qu'il y a une personnalité bien différente entre chaque film. Et j'ai l'impression que ça va se perdre un petit peu à partir de là. Mais ça, on en discutera à mesure qu'on va avancer. C'est vrai que le travail d'équipe a plutôt bien progressé, je trouve, dans celui-ci. Et ça lui donne vraiment un bon goût de fraîcheur qui manquait beaucoup au 3, comme on l'avait évoqué. Après, le fait qu'il soit revenu, là, on continue pour l'instant d'être dans le principe qu'on pouvait deviner depuis le début de la série, avec un réal par épisode et une approche différente par épisode. Ça continue de marcher. Ouais. Là, avec Mission Impossible 4, on a un produit qui ressemble pas aux 3 précédents. Et bon, ce qui est plutôt un aspect assez sympathique, quoi. En tout cas, on l'a dit, gros carton pour ce Mission Impossible, le protocole fantôme, puisqu'on dépasse les 600 millions de dollars au box-office, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour Tom Cruise, et aussi pour la Paramount, pour sa société de production, pour Bad Robot aussi, puisque c'est une production aussi de J.J. Abrams, qui ne réalise pas, mais il participe à la préparation du film aussi. Et après ça, on a l'impression que Tom Cruise a de nouveau envie de refaire du cinéma. Et peut-être que ses agents ont dit, écoute, à un moment donné, ça serait quand même bien que t'arrêtes un peu de mettre la scientologie un peu trop en avant. Et donc on sent qu'il est un peu plus en damage control. Donc au niveau, on l'a dit tout à l'heure avec Seb, il y a tout ce qui est promotion autour du film. Il y a du monde autour, il n'est pas tout seul, il est un peu plus encadré, il essaie de mieux parler du film, de son personnage et de ses productions, etc. Donc ça va donner beaucoup plus de choses et des projets plutôt intéressants dans la carrière de Tom Cruise. Et je pense notamment à Oblivion, qui est un film que j'aime bien, qui est visuellement très ambitieux et qui est vraiment joli. Et aussi Edge of Tomorrow, voilà, bien sûr. que j'aime énormément. Je trouve que c'est un super film où là aussi il partage la vedette avec Emily Blunt, qui est légale, hein, quasiment, et qui est une femme super forte dedans et qui a un film visuellement intéressant. J'ai toujours trouvé que c'était Gears of War en film. Les armures, les armures, les bestioles qui sortent du sol, etc. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais, puis en 2012, il a placé Jack Reacher, qui est un petit peu le lien entre Ethan Hunt et Jason Bourne, dont on parlait tout à l'heure, où il reprend un rôle similaire, mais il propose quand même une variation sur le même thème. Et je pense que ça fait partie des choses en fait qui effectivement ont un petit peu calmé le jeu. Et c'est un super film en plus, Jack Reacher, qui est le premier, il est très bien, beaucoup plus terre à terre, et qui est pas un full action. Enfin, c'est vraiment un film qui est super intéressant et où il va s'acoquiner un petit peu avec McQuarrie, qui avait fait quelques réécritures sur le Protocole Fantôme. Donc on sent que le duo commence à s'installer tranquillement. Et donc ça va donner un chouette film. Dommage que le 2 soit largement moins bien. On sent que là, il a dû prendre un de ses vieux potes pour faire le film. Celui qui avait fait aussi le dernier Samouraï. J'ai plus son nom en tête. Il avait fait Edward Zwick. Voilà, oui. C'est ça. Edward Zwick qui a fait ce film-là, donc c'est un petit peu planté. Mais c'est que Jack Reacher, c'est un peu dommage, c'est un peu planté la franchise. Mais il a envie en tout cas de refaire des choses. Oui, après voilà. Il a fait La Momie l'année d'après. Hein, donc de toute façon, à partir de là. Mais il a fait quelque chose. C'est vraiment un de ces rares vrais faux pas, hein, quand même. Hein. La Momie, c'est nul. Hein. Il est catastrophique. Hein. La Momie, il a réussi vraiment le double exploit d'être évidemment un faux pas évident pour Tom Cruise et à niquer toute l'énergie qu'ils avaient mis dans le truc en disant oui, on va faire le MCU des personnages d'horreur, ça va être le truc de ouf. Catastrophique. Finalement, non. En même temps, il n'y a rien qui sort de bien de cette histoire. Hein. Là, il y a le truc du Déméter là, qui s'est un peu planté. Il y avait eu Frankenstein, c'est pas de chez eux, mais c'est de la merde aussi. Il y avait eu un autre truc avec un vampire, là, Dracula Untold, qui était quand même pas super bon non plus. Donc, bon, laissez la Hammer tranquille. Quoi, mais la momie, c'est vraiment de la merde. Hein. Pour le coup, c'est très très problématique, la momie. Mais bref, donc il est là, il est présent, il est content. Et nous, on est contents aussi parce qu'on va pouvoir donner notre avis sur le film. Écoute, j'ai envie de te laisser Erwan commencer parce que on va le dire, c'est ton Mission Impossible préférée. Ouais, moi c'est clairement mon Mission Impossible préférée. J'adore le regarder, c'est un vrai plaisir. On ferait pas cette émission que je le regarderais quand même. Je trouve c'est sur le fil exactement où il faut. Et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, Mathieu, mais c'est un film qui me donne le sourire. Je suis content de regarder ce film-là. Je suis content du début à la fin. Et quand ça se termine, je me dis j'ai passé un vrai bon moment.
Et à force de le revoir, c'est là où on commence à regarder ce qu'on a évoqué sur les qualités qu'on ne perçoit pas tout de suite. Et je pense que un film, quand il est plein de qualités, on les détecte pas tout de suite. Et en fait, on peut pas, tu parce kiffes qu'on est juste. dans le film. Ouais, tu On est kiffes. juste à se laisser emporter. Mais c'est pas un hasard si on arrive à ce résultat-là. Et voilà, moi je trouve qu'il y a très très peu de points qui me tracassent, mais j'ai quand même fait l'effort d'en trouver, parce que rien n'est tout le temps parfait. Il y a quelques petits trucs, ouais, voilà, où je me dis, tiens, ça aurait peut-être pu être encore une petite chouillette mieux. Personnellement, moi je regrette qu'il n'y ait pas du tout d'interaction avec le méchant, parce que je trouve que c'est un personnage qui avait un bon potentiel, c'est quand même un fou furieux qui est taré, qui réussit à embarquer des gens avec lui, et il a une bonne tête. Ça m'aurait pas déplu qu'on ait une scène dialoguée avec lui qui prenne un petit peu de volume. Est-ce que ça gâche le film? Non. Mais bon, voilà. J'aurais bien aimé. Euh, Moi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Moi, je suis pas très à l'aise avec la façon dont on raccroche les wagons avec la femme d'Ethan. J'aime pas beaucoup la dernière scène non plus. En fait, je trouve que c'est pas nécessaire parce que finalement, sur les films précédents, on n'a pas pris tant de précautions. On démarre l'histoire là où elle démarre et elle va là où elle va. Un peu comme pour James Bond, où on s'arrête pas sur ce qui s'est passé avant, sur ce qu'il y a entre les films. C'est pas très important à mon goût. Et qu'il l'ait fait me dérange pas tant que ça. La façon dont ça a été fait, par contre, je suis pas très fan. Voilà, je suis pas très fan. Je trouve que c'est un peu lourdeau. Et on l'a un peu évoqué, pour moi, ça casse le rythme aussi. Donc, si vous voulez vraiment le faire, il aurait fallu que ce soit mieux intégré que cette espèce de chausse-pied qui ressemble un peu à l'application d'un cahier des charges, quoi. Voilà. Je suis pas fan de ça. Et puis, je l'ai un peu évoqué. À partir du moment où il y a la poursuite en voiture dans la tempête de sable à Dubaï, bah pour moi ça baisse d'un cran quand même. On est sur un film d'action qui est plus standard. Alors attention, quand on part de très haut et qu'on baisse d'un cran, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que je trouve ça moins bien, mais bien quand même. C'est comparativement que je trouve ça tout de même un peu moins intéressant à partir de là. Et je passerai sur toutes les absurdités qu'on nous montre, parce qu'il y a des tas de trucs qui techniquement n'ont aucun sens. Il y a le truc qui me fait rire, et j'ai percuté seulement hier soir pour dire comme le film a un rythme qui t'empêche de te poser des questions, c'est qu'on a quand même une équipe qui est recherchée par la totalité de la Russie, et puis finalement ils disent on va à Dubaï, ah ça y est on est à Dubaï. Putain, comment ils ont passé la frontière? On ne sait pas. Mais manifestement c'est pas, c'est pas un problème. Mais quelque part ça c'est pas des faiblesses, c'est que le rythme est suffisant pour que tu t'arrêtes jamais sur les absurdités qu'il y a. Alors, comme j'étais avec mon fils, il me fait des remarques assez rigolotes. Il me dit oui, il a un radar pour tracer le papier. Ben, le papier, on sait dans quel sens il va, parce qu'il y a une petite flèche sur le radar. Je dis ah oui, c'est pas con ça, tiens. C'est vrai que c'est c'est vrai que ça n'a pas du tout de sens. Oui, bon, ok, ça va, on s'en fout, on s'en fout. Mais là, je pinaille parce que j'ai fait des efforts pour trouver des trucs qui me plaisaient un petit peu moins. Mais bon, en vrai, dans mon petit fichier Excel où j'ai tous mes films et où je mets des petites notes de 1 à 6 pour me repérer, celui-là, il a le 6, quoi. Ça fait partie vraiment de mes petits chouchous, quoi. Vas-y, Seb, à toi. Bah écoute, moi à l'heure actuelle, c'est aussi mon Mission Impossible préférée. Moi, j'ai pas encore regardé, contrairement à Ron, les autres. Enfin, je les ai déjà vus, mais je les ai pas revus. Donc, je vais pas parler des autres. Et je n'ai toujours pas vu la première partie du dernier. Euh, que j'ai loupé au cinéma et je sais pas s'il est encore là dispo quelque part. Peut-être, ouais, j'ai vu, mais de toute façon, il faudra quand même que je le voie, ne serait-ce que pour l'émission. Je peux pas spoiler, mais ça, je pense pas que ça va bouleverser le classement. Je pense Ouais. qu'il sera dispo à peu près en DVD, tout ça, au moment où on va s'approcher de l'enregistrement du prochain, je pense. Écoute, on verra bien, mais donc moi, clairement, c'est mon Mission Impossible préférée. C'était mon Mission Impossible préférée quand je l'ai vu. C'est le premier film qui, à l'époque, pour moi, avait détrôné le 2, qui était mon Mission Impossible préférée avant. Mais là, les gens qui ont écouté les émissions précédentes ont vu que ce classement dans mon cœur a beaucoup changé. Et ouais, j'aime à peu près tout dans le film, y compris les trucs qui plaisent moins à Rhône. Moi, j'aime bien qu'ils aient rattaché les wagons. J'aime bien
qu'on voit sa femme à la fin. J'aime bien que ce soit un choix. Alors oui, c'est vrai que c'est pas intégré, c'est pas oufissime du genre ah mais quel génie ce type. Non, j'en suis pas là. Mais et je suis d'accord avec Ron quand il dit qu'il y a des baisses de rythme, notamment après la course, mais même la course de la bagnole est pas quand tu vois folle, ce hein. qu'il y a eu Ah avant, si! c'est pas. Mais Ah! c'est J'adore personnel. moi! Non, Ouais. mais t'as le droit. Mais Mmh. c'est parfait. Mais Ah, attends, j'en attends, parlerai attention. après, de toute façon. Je répète ce que vient de dire Ron. Hein. Ouais, C'est pas ouais, ouais. parce que tu baisses d'un cran Ah que oui. c'est pas bien. Mmh. La course, elle est très très bien. Mais avec ce qu'on nous a servi avant, avec le travail de réalisation, les angles de caméra totalement improbables, etc. Ouais, je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a un petit truc. Donc voilà. Mais je répète, hein, c'est mon Mission Impossible préférée Mmh. de très loin. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages. J'aime beaucoup que Ethan soit obligé vraiment de s'appuyer sur son équipe. J'aime le fait qu'on rappelle quand même que c'est Ethan parce que c'est quand même lui qui va se taper de monter la tour de Dubaï avec un gant qui marche pas. Mm. Ça n'empêche pas de monter quand même. Donc non, et moi tout me plaît dans ce film, que ce soit la réalisation, le jeu d'acteur. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la musique qui pour moi prend une place très importante dans mon kiff de regarder ce film, parce que comme beaucoup de gens le savent, je regarde beaucoup les films avec mes oreilles également. D'ailleurs, en parlant de son, le travail de son, si jamais vous avez l'occasion de voir ce film réellement en 5 points, il est bluffant. Tout le travail quand il y a du verre cassé ou des trucs comme ça qui tournent autour de toi, dans certaines scènes, le vent, quand il est en train de grimper justement sur la tour et que bah il y a la tempête qui est pas loin. Les balles dans l'eau, etc. Dans la course de voiture où le vent est là encore omniprésent, le Mm. travail de sondier derrière, il est mais bluffant de ouf. Et si jamais vous avez l'occasion, jeter une oreille au casque, au film, même en stéréo, c'est incroyable. Donc ouais, moi c'est vraiment, je suis très content de l'avoir revu, et je suis très content de l'avoir revu parce que là, pour préparer l'émission, du coup, comme je l'avais vu la semaine dernière, je me suis dit tiens, je me le referai peut-être bien quand même une fois avant de J'ai préparer failli l'émission, mais aussi. pas en mode ah je m'oblige à le regarder. Mmh. Juste en mode tiens, je me referai bien le film. Ouais, bah moi je l'ai revu hier soir, je l'avais pas vu depuis un petit moment quand même, donc je l'ai vu hier soir avec un énorme plaisir. Je crois que j'ai envoyé un message à un moment donné, j'ai dit: «Mais quel super film en fait!» Ouais. Quel super film. Et je crois que, au niveau des défauts, bah, j'étais tellement pris dedans, comme disait, Ron tout à l'heure, qu'il y a plein de trucs, tu sais, j'ai même pas forcément fait gaffe, quoi. C'est-à-dire que j'étais pris dedans, j'avais le sourire dans plein de séquences différentes. Moi, la séquence de Dubaï, elle est tendue, elle est bien faite, vraiment du début à la fin, bah, jusqu'au crash de bagnole. Moi, je suis complètement dedans. Et le moment où il grimpe, en fait, ce que j'adore dans cette séquence-là, et on le revoit souvent dans le truc, c'est qu'il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours des trucs hyper précis, machin, et ça, et tout, ça marche, et nickel. Alors, il y avait quelques fois des petits trucs, mais il y a rien qui fonctionne. Le masque, il marche pas. Les gants, à un moment donné, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est quand même en train de grimper et le gant, il commence à lâcher. J'ai fait waouh, c'est vrai qu'il y a ça. Là, tu vois, il lâche le truc, il commence à tomber, à se rattraper au dernier moment. Je trouve ça hyper bien foutu parce que Et tu le sens le gant se fout de danger. sa gueule. Et Le gant gant, se il y a fout de sa rien. gueule. Oui. Et je Oui. trouve que dans les moments drôles comme ça, où il se retrouve dans la merde alors qu'il n'a pas l'habitude, je trouve que Tom Cruise joue super bien la surprise et joue super bien le mec un peu agacé. Ouais. Genre, il y a un moment, quand il doit sauter, je sais plus, il dit tu vas y aller, il dit mais va te faire foutre, ou je sais plus ce qu'il lui dit, c'est la merde, ou il y a un moment, il balance à Jeremy Renner, il faut que tu y ailles, ou je sais pas quoi, tu dis mais va te faire foutre, quoi, c'est pas possible. Et il se retrouve au moment où il se retrouve bloqué, à sauter, à lâcher au dernier moment parce que le truc il est pas assez long et qu'il est obligé de sauter. Avec l'hommage au piège Ah, de cristal, tu vois. non mais Comment sérieux, mais c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien. Et il se retrouve à sauter sans avoir l'espace. Il se prend la fenêtre dans la gueule, il tombe, il se rattrape au dernier moment, on le récupère vraiment jusqu'à la dernière seconde. Tu te dis mais voilà, c'est pas possible, il va se planter. Pourtant tu sais que voilà, c'est le héros du film. Quand il doit pour sauter dans la poubelle, et que l'autre, il lui fait bah Ouais, ouais, ouais. vas-y, je te Ouais. regarde. C'était une bonne idée, hein. Fait bah sur le moment, Bah, oui, j'ai cru, sur le c'était une moment, bonne ouais. idée, mais là, bon. Et puis après, il récupère sa ceinture, enfin, il improvise, ce qui fait qu'à chaque fois, ça rebondit vers d'autres trucs. Comme le dit XP dans le chat, il y a un côté vraiment, vraiment cartoon dessin animé, mais où à Mm. aucun moment ça perd en crédibilité. Je trouve vraiment que on parlait de tempo comique et le fait qu'il remette en question la supériorité d'Ethan Hunt dans plein de séquences,
ça marche vraiment très très bien. Et dès le début, en fait, t'as un petit peu ça dans l'évasion de la prison, que je trouve génial aussi, dire qu'il il est en prison et il sait pas trop qu'on va venir le récupérer ni Et, rien. Et à un moment donné, ça part et en. Enfin, vas-y, vas-y. Et je rebondis sur ce que disait Ron tout à l'heure, mais il ne parle pas au départ du tout, une fois Ouais. de plus Ah dans le non, truc. pas Il du arrête tout. pas de faire Ouais. des signes. Ouais, Il même arrête à la pas de faire des caméra signes en et disant, tout. bon, voilà, il monte, Ouais, monte la caméra, ouais. ouvre-moi cette porte, et l'autre il est là, Ouais, il le commente, début, non, je ne t'ouvrirai pas la Non, porte. non, j'ai et le temps. le début, je le trouve génial en plus parce qu'il y a un côté badass. Il est là, il est en Marcel, il est affûté, tu vois, il y a un côté vénère. À un moment, il marche vers les prisonniers, prêt à en découdre. Et quand il met des mandales, il met des bonnes mandales, quoi. Je veux dire, il tape dessus, il tape dans les casques, il tape dans les mecs. Et t'as là aussi, encore une fois, où je pense qu'il se moque un petit peu de lui-même. T'as un moment où il rentre dans une cellule et il recule. Et t'as un molosse qui Ouais. est juste en face de lui. Et l'autre, il est comme ça et il fait non, bah c'est bon, tu peux y aller. Et du coup, il va récupérer le mec à l'intérieur de la cellule. Donc, t'as plein de séquences comme ça où tu sens qu'ils ont peut-être voulu un petit peu faire redescendre la tête de Tom Cruise dedans, où ça plante, où ça marche pas, avec le gant et qui se retrouve effectivement bloqué, qui se fout un peu de sa gueule. Et il finit quand même par remonter avec une seule main. Enfin voilà, bon, et ça reste Ethan Hunt, hein, donc ça reste la classe. Mais on est vraiment sur un film qui remet un petit peu les cartes, je trouve, en place pour pouvoir avoir un divertissement qui est beaucoup plus équilibré, qui est beaucoup plus varié. Et on a vraiment jusqu'à la fin du crash à Dubaï des séquences, mais séquences où il grimpe le truc. Elle est folle, Elle est, en termes de réal, elle est incroyable, quoi. En plus, Vraiment. ça fait suite dans le film précédent, on avait une séquence en haut d'un building où Oui, il oui. glissait là, sur une surface comme ça, en Ouais. pente, etc. Bah, faut pas la revoir après, hein, Ah parce non, que non, du mais coup, Ah oui. clairement. ça fait pitié, quoi. Ah, puis en Ne plus, regardez pas le troisième après le quatrième. Non, Et ne puis faites avant pas d'y ça. aller, il est pas serein et il le fait bien, je trouve. Je veux dire, il est là et il est devant le vide et bon, bah, il va falloir que j'y aille. Et puis Euh, ça marche et puis je tente un truc. Enfin, c'est. Son En conseiller fait, technique, c'est Bonaldi, si tu veux. Donc, Ouais, c'est ouais. ça, exactement. Il y a un côté Mais Bonaldi. en plus, il est dans un double truc, c'est que ce mec-là, c'est le mec qui a l'habitude d'escalader des montagnes Mais oui, sans, j'ai pensé la même sans chose. filon. Ouais. Il y a pas de problème. Il aime ça. Sauf que là, il est claqué. Il arrive devant le Ouais, truc. Il fait, puis j'ai il est pas pris au envie de le dépourvu. faire, mais C'est faut que je exactement le ça. fasse. Ouais. L'autre, il rappelle le temps. Il fait, au fait, il reste Ah ouais, plus j'adore que. ça. Ouais. Et puis il fait, bon, bah, ok, j'y vais. Et puis là, il monte et puis il voit que le gant, il merde. Il fait, putain, mais c'est quoi cette journée? Et puis c'est marrant, c'est que t'as plein de persos qui arrivent, ils disent mais en fait, mais où est Ethan? Il est dehors. Oui. C'est vraiment super drôle et à un moment, bah, quand il a pas le choix, bah, il est obligé de péter la vitre et de sauter, machin. Enfin, c'est des trucs improbables, quoi, mais il faut le faire. Voilà, on le fait, quoi. Et donc ils sont mais obligés t'as tellement d'improviser à raison sur mesure. le. Et puis sur l'aspect, finalement, que ça l'humanise un peu, ça se joue aussi à des détails. Mm. Effectivement, dans cette scène, il doit péter la vitre et il s'y reprend à 4 fois, Ah quoi, ouais, avant de ouais, ouais, réussir à l'avoir. exactement. Alors, ça change rien au résultat, mais quand même un peu, si, l'air de Ouais, rien. non, il galère et il se plante pas mal de fois. Ou quand il veut sauter sur un truc, bah, il loupe et il tombe par terre. Quand il veut récupérer un truc, bah, soit ça ne marche pas, donc c'est obligé d'improviser, encore une fois. Donc ils improvisent continuellement. Le coup du masque, c'est pareil. À un moment, on fait quoi? On fait sans masque, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va improviser. Il faut garder celle-là vivante, bon, bah, ça marche pas, bah, on va devoir réimproviser. Et c'est jamais lassant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça relance l'intrigue, ça relance le suspense du film, ce qui fait qu'à aucun moment, en fait, tu t'ennuies. Et t'es toujours là en train de te dire, même si t'as vu le film, tiens, mais ah oui, je me rappelais plus qu'il y avait ça, je me rappelais plus qu'il y avait ça, et ça marche extrêmement Surtout bien. que sans masque, ils savent pas s'ils sont, enfin, Ouais. si ils se sont rencontrés ou pas. Ils ont le doute jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où ça balance la petite phrase et tout pour dire ok, c'est bon, on peut enchaîner. Même pendant le truc, tu parlais du clignement d'œil, bah, il commence à se faire repérer et puis bah, ça part en couille. Alors du coup, on part sur la poursuite dehors avec la tempête de sable. On nous a préparé à la tempête de sable et du coup, bah, elle finit Et par arriver et ça relance c'est là une qu'on poursuite voit à que pied et tout. Enfin, c'est c'est là qu'on génial se quoi. rend compte que le personnage de Jérémy Renner, finalement, en fait, c'est pas juste un gratte-papier, Ouais, Mm. ouais, exactement. Donc ça permet aussi, la mais situation ça permet sert le d'apporter, scénario, ouais, voilà. ça sert le scénario. Et donc vous parliez vite fait tout à l'heure de la poursuite en voiture. Moi j'ai kiffé parce que tu dis, normalement on voit rien. Et je trouve que la façon dont il suit les voitures, et puis avec le système de radar, en fait, où on voit où sont les voitures et tout, je trouve ça cool. On est face à face et on se rentre dedans, quoi. Moi, j'ai kiffé, quoi. J'ai vraiment kiffé le fait qu'il se rentre Bah, dedans, la voiture, elle se renverse et tout, puis bah, il ressort, je machin, et puis préfère ça continue. Enfin, c'est. Je préfère largement cette scène de rentre dedans à celle des deux motos qui se rentrent dedans dans le deuxième, qui était vraiment, Oui. vraiment le côté comics à fond. Et bah, malgré le truc totalement improbable de cette scène, bah, elle est crédible. Écoute, Le truc, il est dedans. XP nous dit que la tempête de sable, c'est voilà, c'est une idée de Brad Bird, et tu te dis, Mm. visuellement, c'est incroyable. En plus, comme le disait Ron tout à l'heure, le plan où il voit la tempête arriver dans la vitre et qu'il se retourne tout doucement pour voir le truc,
et que là on se dit ouais ok bon bah là ça craint mais on a le temps, là on a le temps de faire autre chose, donc vraiment il nous prépare, c'est vraiment un tac 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 au niveau scénario, c'est vraiment très cool. Et puis bah jusqu'à cette fin, cette baston dans ce parking à Dubaï, mais qui est complètement dingue quoi, Ouais. avec ces voitures qui montent, qui descendent, qui se rétractent, qui reviennent, ils s'accrochent en dessous, il revient par au-dessus. Et tu dis que même si le gars, c'est clair que logiquement il est pas aussi fort que lui, là ils sont presque égaux parce que bah, du coup bah, ils sont obligés de faire en fonction de ce qui se passe dans le truc quoi. C'est à aucun moment on sait quelle voiture va Ah, arriver. Et il puis se au pète moment où la gueule, il se fait mal, hein. ah Il ouais, se et puis blesse là tu dis vraiment, bah quoi. la seule façon d'y aller bah, c'est de sauter. Encore une fois il improvise et il est obligé de tomber avec la caisse, et puis le fameux mission accomplie. Je veux dire, c'est drôle, tu vois, c'est vraiment des trucs super drôles, hyper clichés qui balancent. Mais Et dont il là, joue, hein, parce et qu'après, dont t'as il l'autre joue, qui lui dit, mais t'as exactement. vraiment dit mission accomplie? Ah Ouais. ouais. Et en plus, ça marche pas parce qu'il croit que c'est lui qui appuie sur le bouton, mais c'est même pas lui, c'est Benji et Jérémy Renner qui arrivent à faire le truc. Enfin, voilà, c'est encore une fois travail d'équipe. C'est pas lui qui a forcément le dernier mot. Je dirais, il se bastonne, mais voilà, c'est pas forcément lui qui va permettre de sauver un petit peu tout ça. Donc ouais, c'est un grand oui quoi. C'est un super grand oui bah, qui remet en doute jusqu'à ce que je C'est même pas vois le lui qui prochain. bute le méchant, d'ailleurs. C'est même pas lui qui bute le méchant. Exactement. Donc vraiment c'est super. C'est vraiment un super spectacle qui se tient. Je pense que même si on n'a pas vu les anciens, à part le côté effectivement la femme de Tom Cruise, je pense que si on démarre le film comme ça, y a aucun souci. Mais Oui, puis tu quel film comprends, même génial. si t'as pas vu les Ouais, autres ouais, films ouais, avant, ouais. tu comprends. Ça va. Mais quel film génial, vraiment, j'ai vraiment kiffé de revoir ça, je trouve ça hyper rythmé, bien foutu. Et je trouve que Tom Cruise, il est beau gosse, charismatique, il a des costards de dingue, il a de nouveau les cheveux longs, super beaux et tout, enfin tu vois, ils sont tous très beaux d'ailleurs dedans, mais je trouve que Tom Cruise, on franchit, il y a un côté un peu plus mûr, dire dans le 2, Ouais. il est un peu le gamin attardé qui se la pète. Dans le 3, il y a un côté voilà, un peu trop sérieux, genre ouais, ça y est, je suis adulte et tout. Là, il fait un peu plus le mec posé, sûr de lui, qui doit y aller, bah il y va, et un peu plus humain. Je trouve que c'est un vrai petit bijou. Et puis au niveau réalisation, je pense vraiment que c'est le meilleur de tous. Après, au niveau plaisir, on verra quand je reverrai le 5, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le côté plus roots de certaines séquences. Mais là, en tout cas, en termes de réal, je pense vraiment, après, parce que moi j'ai vu le dernier, je pense que c'est le meilleur en termes de réalisation. Je pense que Brad Bird, il a fait un boulot incroyable dedans et qu'il a réussi à amener la folie de ce qu'il faisait dans les films d'animation dans un film en prise de vue réelle et qu'il a vraiment tenté des trucs. Et ça se voit, ça se ressent, et le film, c'est presque imperfect, à 2-3 détails près, vraiment, histoire de pinailler effectivement, mais putain, quel plaisir, quoi. Quel plaisir de voir ce film. Voilà. Du coup, on est tous d'accord, du coup. Ouais, Ouais, pour alors le là, c'est coup, ouais. unanime, hein. Moi, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. On a chacun nos nuances, mais Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a fait vraiment c'est plaisir unanime. plaisir de cinéma absolu. C'est-à-dire que tu Mais kiffes, c'est tu marrant souris, parce tu que frissonnes, parce que même la violence, quand il tape, ça fait mal, tu vois. C'est pas un... On n'est pas dans un truc non plus qui est complètement édulcoré, c'est-à-dire qu'on a quand même des séquences d'action qui font super mal, quoi. C'est Au quand il tout début tabasse des du gens. film, pour connaître l'identité dans la première mission, là, celle qui va foirer l'après-générique, là, notre chère héroïne, elle torture un mec hein, pour avoir l'identité du porteur de la valise. Hein. Donc, tu vois, effectivement, on cache pas, quoi. Ouais, non, Ça reste des espions, quand même. Voilà, ça reste des espions, donc ça reste vraiment un film d'action qui est troussé de manière très sérieuse, mais avec, je trouve que l'aspect comédie, il est parfait, quoi. Moi, je trouve que Tom Cruise, en plus, il a vraiment réussi à amener ce côté dans son personnage il fait des têtes pas possibles, enfin, il subit des trucs, il s'en prend plein la gueule, et là, vraiment, il dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? D'où ça s'enchaîne de manière aussi pourrie, quoi? Pourquoi je suis obligé de faire ça, en fait? Pourquoi je dois grimper ce putain d'immeuble? C'est pas possible, on devait faire ça, je me retrouve avec un espèce de gant chelou qui lâche au dernier moment, enfin, c'est improbable, mais c'est très très bon film. Vraiment, vraiment très très bon film. On va éviter, voilà, je pense on va conclure, parce qu'on va répéter toujours, ah, très très bon film, Oui. très bon film. On est d'accord. Non, vraiment bien, très content. Est-ce que si on devait faire un classement vite fait là, donc du coup, je pense que pour l'instant on est tous d'accord, le 4 est clairement devant. Oui. Je pense que c'est pour les autres, on aurait plus de mal à se mettre d'accord. Je vais faire le mien vite fait. Moi, je vais faire 4, 1, 2, 3. Voilà. Je pense que ce sera peut-être tous le même pour tout le monde. Mais, j'ai le même. Moi, le 1, ça avait été une redécouverte totale. Hein, donc 4, 1, 2, 3 Ouais. pour moi. Mais moi, j'ai préféré le 3 malgré toutes ses faiblesses. Et moi, ce serait 4, 3, 1, 2 en fait. Ok. Ouais. On a petite divergence là-dessus, mais pour l'instant, on n'est pas de navet pour nous, hein, en tout cas. Hein, Non. dans l'émission Impossible, on est quand même sur du plaisir des fois sur certains films.
Mais voilà, en tout cas le 4 est pour l'instant au top pour tout le monde de cette émission, l'émission Impossible. Merci messieurs d'être venus avec merci à moi toi. pour parler merci. de ce super film. Voilà, je vois qu'on est contents tous les trois d'avoir évoqué ce film-là. On est content, on est content. Voilà. C'est ça. Non plus, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et j'aime beaucoup l'approche de Rhône lorsqu'il parle de réalisation. Donc, c'est des fois même, quand je l'entends parler, je me dis, mais oui, mais tiens, c'est vrai, je n'avais Ça pas remet des relevé choses cet en aspect-là. perspective. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup ça. En musique, on est très proches, lui et moi. Donc, quand il dit un truc, j'ai l'impression de m'entendre parler. Mais vraiment, la réal, tu as vraiment un œil particulier que je trouve super intéressant et je suis toujours admiratif de ta manière d'en parler. Alors merci, ça me fait très plaisir, mais moi c'est là où l'inquiétude commence à arriver parce que les 2 films suivants, ça va être le même réalisateur. Ouais. Mais pour moi, il y a quand même clairement. Mais peut-être qu'il fera des trucs différents. Ouais, pour moi, ça va Normalement, il y a un petit peu de différence quand même. Ouais. Je trouve vraiment qu'il s'efface. On l'évoquera, mais malheureusement, c'est là où le côté franchise moderne prendra le pas à partir de Fallout. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, on verra dans le prochain, mais c'est vrai que c'est à partir de là que pour moi c'est dommage qu'il ait trouvé une sorte de bras droit. Voilà. Ah bah Fidel Gas qui arrive à la fin, voilà. c'est dommage, voilà. Là on allait dire au revoir, donc on va conclure l'émission, on va peut-être rester 2 minutes, mais en tout cas on va conclure l'émission, remercier les gens dans le chat, particulièrement XP qui était en forme ce soir, on sent qu'il a kiffé aussi ce film, ça doit être son préféré, donc merci XP pour tes différents commentaires. Merci aux personnes qui nous ont écoutés en direct aujourd'hui. On vous rappelle que l'émission sera bien sûr rediffusée en replay sur YouTube et aussi en version podcast. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines si tout va bien, parce que voilà, tout peut arriver malheureusement. Et donc on essaye en tout cas. Rogue Nation, réalisé par Macquarie, j'ai oublié son prénom, tiens. Merde. Christopher, de son prénom. Christopher Macquarie qui va donc débarquer dans 2 semaines dans Mission Impossible Rogue Nation. D'ici là... Qui avait déjà participé au scénario de celui-ci. Tout à fait. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit message sur vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé justement de ce Mission Impossible 4 Protocole Fantôme. Et si on peut, on diffusera du coup vos messages dans le montage de l'émission en version podcast et aussi YouTube. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Des bisous les gens. Salut.